Bonsoir et merci de nous rester fidèles pour cet écrit, votre magazine consacré aux livres sur la RTB. De la prison à la bière, c'est le titre d'une interpellation que nous gratifie Bob Zé-Wilfried Méda. Bob Zé-Wilfried Méda, bonsoir et merci de venir partager avec nous le contenu de votre premier roman. De la prison à la bière, c'est votre première œuvre qui raconte l'histoire de Joseph Konombo, un instituteur. Mais avant d'y arriver, vous expliquez que votre inspiration, c'est votre vécu quotidien. Je dois déjà vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de parler de mon premier ouvrage, De la prison à la bière. Et pour revenir à ma source d'inspiration, comme vous le dites, c'est mon vécu quotidien, mais avec plus de précision, je dirais que l'inspiration, je l'ai tirée essentiellement de mon milieu professionnel qui est la prison. Donc c'est une histoire qui se passe entre la prison, entre le milieu libre, voilà. Oui, entre la prison et le milieu libre, vous nous gratifiez d'un formidable roman, mais de plus en plus, on voit des hommes détenus rentrer en littérature, des gardes de sécurité pénitentiaire en littérature, il n'y en a pas beaucoup. Et est-ce que pour vous, la littérature, c'est un refuge? Est-ce que vous y entrez pour dire des choses qu'on ne vous autorise pas de dire ailleurs? Pour ce premier essai-là, je ne dirais pas que ça a été une façon pour moi de me réfugier ou de me défouler par rapport à un certain nombre de choses que j'aurais voulu dire et que je n'ai pas pu dire. Maintenant, pour peut-être certainement les autres fois à venir, je ne saurais présager de ça. Et on a comme l'impression que la littérature est une sorte de catharsis pour vous. Dans tous les cas, la littérature pour moi c'est une passion, vous l'avez si bien dit à l'entame de votre présentation, et ça n'a rien à voir avec mon appartenance au corps de la garde de sécurité pénitentiaire. C'est un domaine qui me passionnait bien avant, qui me passionne aujourd'hui et qui certainement va me passionner pour les jours à venir. En tout cas, cette audace, pour ne pas dire cet essai, nous a permis d'avoir ce que nous avons aujourd'hui, De la prison à la bière, qui raconte l'histoire d'un certain Joseph Konombo. Il est instituteur, oui, et il rêvait de devenir ingénieur hydraulicien. Tout à fait. Et il a perdu ses deux parents à son adolescence, et donc il était obligé finalement de passer le concours des instituteurs et il est devenu instituteur. Et par la suite, il a convolé en juste noces avec sa fiancée, Ruki. Et finalement, qui sera l'origine de ses malheurs, pour ne pas dire sa relation, son amour pour Ruki, va lui être fatal, puisqu'il va tuer quelqu'un et il se retrouve finalement en prison. C'est l'histoire, donc, en tout cas pour ce qui concerne le personnage principal de l'ouvrage, de Joe Konombo, mais pas Konombo, voilà, qui a eu une enfance normale, hein, comme beaucoup d'autres personnes qui se sont retrouvées à un moment donné dans les liens de la détention. Et malheureusement, à la suite d'un malentendu, il a attenté à la vie donc, de son meilleur ami. Et c'est à partir de ce moment-là que la vie de Joe va prendre un autre sens. Donc il va se retrouver dans l'univers carcéral totalement désemparé parce qu'il ne s'était jamais imaginé à un moment donné de sa vie se retrouver en tout cas en prison, pas dans ces conditions, pas pour les raisons dans lesquelles on l'y a en tout cas conduit. Et la prison, il va vivre vraiment toutes sortes d'aventures, on va dire ça comme ça, et d'aventures, on va dire ça comme ça. Et il était certainement au point de capitaliser ces aventures-là pour pouvoir en tout cas reprendre une vie normale. Mais cet espoir était fondé bien sûr sur le fait qu'il puisse retrouver l'amour de sa vie qui est Ruki. Malheureusement, quand il a
pu bénéficier de la grâce présidentielle. Quand il est sorti, il n'y avait point de rookie et il avait des difficultés pour se réinsérer au plan professionnel. Rookie s'était remarié avec un autre de ses amis. Un autre de ses meilleurs amis, comme par hasard. Et tous ces événements mis ensemble ont véritablement déstabilisé notre personnage principal. Oui, et il en avait pour 15 ans de prison. Oui. Et finalement, il a reçu la grâce présidentielle et il a été libéré. C'est de suite de jalousie, certainement, que Joe s'est retrouvé en train d'attenter à la vie de son meilleur ami. Oui, c'est parti d'un malentendu. Hein. C'est parti d'un malentendu. Il faut dire que Joe, justement, après avoir décroché son métier d'instituteur, il a été affecté donc, dans le département de Gogo. Voilà, c'est dans la ville de Manga. Et quand il y était, sa femme était donc restée dans la capitale avec ses deux sœurs. Et voilà, la distance faisant, il avait en tout cas confié justement son épouse au bon soin donc de son meilleur ami. Et les gens se sont vite empressés déjà de dire qu'il y avait voilà, des choses pas très nettes qui se passaient entre voilà, l'ami et sa femme. Donc, quand il est revenu pour les congés, il y a eu une petite fête qui a été organisée chez Joe en famille et avec les effets de l'alcool, ben, Joe a commis l'irréparable, c'est-à-dire qu'il a tenté... Il croyait avoir surpris son ami avec sa femme. Avec sa femme. Il croyait avoir surpris l'ami avec sa femme, mais en réalité, il n'en était rien parce que l'ami, l'infortuné, était en réalité ivre ce soir-là et il s'est comporté de façon maladroite. Malheureusement, Joe n'a pas eu suffisamment de retenue et l'irréparable est arrivé. À travers l'histoire de Joe qui se passe en prison, vous nous racontez d'autres histoires, comme pour nous plonger dans ce que vous avez envie de nous faire découvrir, l'univers qui est de vous, où vous y travaillez. Oui, en fait, déjà, cette œuvre a permis de présenter, comme vous le dites, l'univers carcéral, mais pour que le lecteur justement se rende compte que l'univers carcéral n'est pas en réalité différent de ce que nous retrouvons dehors. C'est un environnement, je veux dire que c'est la société en miniature très souvent que nous retrouvons donc dans cet univers carcéral-là. Et quand vous allez prendre une population carcérale, comme ça se passe dehors, vous allez retrouver de bonnes personnes, de mauvaises personnes, passez-moi l'expression, des personnes qui sont dévouées, des personnes qui font tout pour se soustraire à la réglementation pénitentiaire. C'était déjà ce coin de voile-là que nous voulons lever sur vraiment cet univers carcéral qui très souvent fait l'objet vraiment de fantasmes les plus inouïs. Et donc en prison, on a les délinquants, on a les criminels, on a des trafiquants de drogue, on a tout ce que on n'a pas envie d'être, oui, finalement. En tout cas, c'est possible dans certaines prisons de retrouver toutes ces catégories de personnes-là. Et en même temps, vous nous décrivez la vie en prison, un peu les conditions d'incarcération. Lorsque vous nous dites entassés comme des sardines, ils étaient au nombre de 10 dans une cellule de 5 mètres carrés. Joe n'a pas pu fermer l'œil, il avait ressassé sa petite existence. C'était les premiers jours de Joe en prison. Et venant d'un GSP, c'est que la réalité. Oui, c'est que la réalité, mais je pense que ça vient encore préciser certaines choses qui étaient en train d'être dévoilées à mon avis. Je me souviens déjà qu'il y a pas plus d'une semaine que cela, la RTB a même présenté un documentaire sur les conditions, en tout cas carcérales, à la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso. Je pense que c'est des choses qui existent, mais qui ne sont pas suffisamment connues pour que les uns et les autres puissent vraiment jouer leur partition pour que les conditions d'incarcération, de détention puissent être améliorées significativement. Et en prison également, il y a d'autres vies qui se mènent, comme par exemple cette milliardaire qui a voulu adopter un enfant né en prison. Oui. En fait, la partie de l'œuvre qui traite justement de ce que vous venez d'évoquer, c'était, j'allais dire, un clin d'œil qui est fait à certaines femmes qui se retrouvent dans les liens de la détention
et qui vont accoucher ou dont les enfants vont naître en prison, ces enfants-là sont prisonniers malgré eux. Ils sont obligés de grandir dans cet univers et c'est sûr que si rien n'est fait, l'avenir de ces enfants est plein d'incertitudes. Donc c'était vraiment d'abord mettre en lumière l'amour qui peut exister entre une mère et son enfant, au point qu'elle ne veuille pas se séparer de ce dernier, ne veuille pas le soustraire donc de la prison pour qu'il puisse avoir la chance de grandir comme les autres enfants. Et vous nous décrivez également les guerres de succession, pour ne pas dire les guerres d'intérêt entre vous, personnel de ces prisons-là, où par exemple on a vu le directeur de la prison avec son collègue finalement qui était à couteau tiré. C'était pour une question de leadership, en même temps une question de contrôler l'espace. Oui, vous conviendrez avec moi que c'est des situations que l'on retrouve partout ailleurs. Quand des hommes se retrouvent en communauté, que ce soit pour travailler ou faire d'autres types d'activités, vous allez trouver en tout cas ce genre de conflits qui, au fond, ne sont pas mauvais en soi. Je pense que c'est le fait de la vie en communauté. Donc c'est une partie, en tout cas, de la réalité que nous avons voulu également relever à ce niveau. Et vous avez voulu également insister un peu sur ces questions de réinsertion sociale. C'est-à-dire que pour vous, la prison n'est pas que le lieu où on va punir les malfaiteurs, mais c'est le lieu où on va réapprendre à être un homme correct. Oui, je dois dire que j'aurais eu le sentiment d'avoir produit une œuvre totalement inutile si je n'avais pas, en tout cas, mis le doigt sur la question de la réinsertion sociale. Parce que tout compte fait, ce qui est dit ici, c'est pour que les uns et les autres comprennent que la prison, ce n'est pas que pour les autres. Voilà, tout le monde peut s'y retrouver, que ce soit volontairement ou par inadvertance, comme c'est le cas de Joe. Donc chacun devrait en tout cas prendre le problème comme le sien, et les réflexions doivent être menées à tous les niveaux pour qu'on accompagne ces personnes qui à un moment donné se sont égarées à retrouver le droit chemin. Oui, à retrouver le droit chemin, et Joe n'a pas purgé les 15 ans pour lesquels il était condamné. Il a reçu une grâce présidentielle et il est sorti plus tôt que prévu. Tout à fait. Et c'était pour lui maintenant la croix et la bannière pour réintégrer la société. Oui, c'était véritablement la croix et la bannière, au point qu'il s'en soit retrouvé dans la bière, malheureusement. Donc, c'est comme je le disais tantôt, c'est une interpellation vraiment à tous les acteurs, à tous les membres de notre communauté, à tous les membres de toutes sortes de communautés dans lesquelles vous allez retrouver des prisons. C'est vrai que c'est des personnes qui, à un moment donné, se sont mis en marge des règles de la société, mais les prisons existent, bien entendu, dans l'optique de les corriger, de leur donner toutes les opportunités nécessaires pour se réinsérer. Et à partir du moment où on essaie, autant que faire se peut en prison, de leur apporter ces opportunités, ces personnes-là ont besoin, quand elles sont libres, de sentir qu'il y a un accompagnement de la communauté, qu'on a décidé de tirer un trait sur le passé et de les aider à ne plus retomber dans la délinquance. Et malheureusement pour Joe, ça n'a pas été le cas. Malgré la grâce présidentielle, la société a estimé qu'elle ne pouvait pas réinsérer un prisonnier. Et donc, du coup, Joe avait du mal à trouver du boulot. Et le dernier boulot qu'il avait retrouvé, c'était instituteur, et un beau matin, on l'appelle pour lui faire comprendre que compte tenu de son passé, il ne peut plus continuer à exercer. Et finalement, Joe se retrouve dans l'alcool. Oui. Quand vous voyez les derniers instants de la vie de Joe, c'est pour également insister sur l'importance du travail et vraiment du raffermissement des liens, que ce soit familiaux ou sociaux, qui sont nécessaires pour qu'une personne qui était détenue à un moment donné puisse se réinsérer dans la société. Et malheureusement, Joe, justement, quand il est sorti, immédiatement après, il n'a pas pu avoir en tout cas un bon emploi, un emploi assez stable pour lui permettre de réorganiser sa vie
Voilà, il a été embauché à un moment donné dans une école privée où il était payé à la petite semaine. Et là encore, justement, son passé l'a rattrapé. Et son directeur d'école était obligé de se séparer de lui. Et bien, il a fini par sombrer dans les alcools frelatés et voilà, le malheur en est survenu pour lui. Surtout que quand on sort des prisons, on a comme l'impression que tout le monde vous abandonne. Et personne n'attendait Joe. Rookie s'est remarié avec Larry Nyimé. Oui. Et pratiquement personne ne l'attendait, donc il ne lui laisse aucun espoir. Oui, personne ne l'attendait. Personne ne l'attendait effectivement, et si bien que, et en même temps, je veux ajouter que tout ce que Joe également attendait à la sortie, il ne l'a pas trouvé. Il ne l'a pas trouvé, à commencer par l'amour de sa vie rookie. Donc tout ça mis ensemble, ça l'a totalement déstabilisé et il n'a pas su en tout cas trouver les ressources nécessaires pour rebondir et puis reprendre une vie normale. Il plongea dans l'alcool finalement, qui l'emporta. Qui l'emporta. Et d'où le titre de la prison à la bière, qui n'est pas forcément la bière alcool, oui, mais la bière comme la mort. La bière comme la mort. Oui, Bob Zier, Wilfried de Meda, nous allons aborder à présent le style de votre écriture. On le voit, c'est une œuvre qui est, comme l'a dit votre préfacier, qui est écrite avec beaucoup de précision, beaucoup de concision, comme pour dire que l'homme de droit que je suis n'a pas droit à l'erreur. Bon, je ne sais pas, peut-être que la concision, la précision, comme vous le dites, est due certainement au fait que ça aborde des questions, en tout cas, très réelles à mon avis. C'est des choses que l'on a pu, en tout cas, vivre dans notre milieu professionnel ou que l'on a entendu dire de la part de certaines personnes. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'on n'a pas eu, en tout cas, on n'a pas eu besoin de faire trop de développement pour l'ensemble de l'œuvre. Et on le voit également, beaucoup de dialogues émaillent pratiquement tout votre roman, comme pour donner un rythme, comme pour donner un certain dynamisme au récit, mais aussi à toute l'action qui est racontée. Voyez-vous, les questions de prison sont des questions, contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est des questions hautement sociales, et à partir de ce moment-là, ça implique tout le monde. Et vous suivrez mon regard, aujourd'hui, dans nos prisons au Burkina Faso, on retrouve toutes sortes de catégories de personnes. Donc c'est pour vous dire que personne n'y échappe. Donc le fait qu'il y ait eu suffisamment de dialogues qui ont impliqué pratiquement toutes sortes de catégories de personnes, c'était également pour, en tout cas, mettre en lumière cet aspect-là. Et il y a aussi votre narrateur qui est omniprésent. Il est partout à la fois, finalement. Oui, là également, le souci, c'était la question déjà que je me suis posée quand j'étais dans ce projet d'écriture. C'était, je me suis dit, voilà quelqu'un qui est, en tout cas, du domaine, qui est un pénitentiaire. Et comment écrire sur la prison sans forcément, en tout cas, passer pour un publicitaire de ma corporation, quoique ça ne serait pas mauvais. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tout à fait, j'en conviens. Mais c'était, le souci pour moi, c'était vraiment de relater certaines réalités et pour choquer le maximum possible et pour appeler justement à certaines réflexions. Et du coup, je me suis dit, il fallait que je sorte de ma peau de personnel pénitentiaire pour aborder certaines questions avec toute objectivité, avec toute la froideur qui s'y est. Oui, toute la froideur qui s'y est, qui vous a amené également à emprunter, si j'ose le dire, ce vocabulaire un peu courant. Parce que quand on regarde vos noms, vous avez, il y a Jo, en dehors de Jo, vous avez par exemple Maître Kianfo, vous avez Larimien, vous avez Lengue, voilà, Zerbet. Donc finalement, c'est un vocabulaire initiatique où il faut des codes pour pouvoir y entrer.
Bon, pas nécessairement. Je dirais qu'il suffit juste de lire et de relire pour comprendre de quoi il s'agit. Sinon, en réalité, les noms de la plupart des personnages, c'est des noms qui ont été empruntés soit de nos langues locales, donc soit le Djoula, le Moré ou quelquefois le Dagara. Donc en tout cas, et quand le nom est donné, quand on poursuit la lecture de l'œuvre, on se rend compte qu'en réalité, le nom n'a pas été donné au hasard. Oui, quand on prend l'arimier en Dagara, ça doit dire l'hypocrite. Oui, l'arimier. Oui, voilà, il a épousé Voki. Voilà, effectivement. Donc il croyait être l'ami de Jo. Il croyait être l'ami de Jo. Peut-être consciemment ou inconsciemment, il a ravi la dulcinée de son meilleur ami. Celui-là même qui était comme son frère. Oui. Et vous avez maître Gustave Kianfo. Oui, Kianfo en Djoula qui veut dire dit la vérité. Oui, ce qui n'est pas toujours juste pour les avocats. Oui, mais en théorie, ils sont chargés de... Voilà. Tout comme vous avez également la prison même qui a pratiquement un nom particulièrement avec laquelle... Oui, je veux compléter pour dire justement par rapport à certaines appellations, on a essayé de faire glisser certains éléments de langage codés que les détenus dans certaines prisons pourraient utiliser entre eux. Pour pouvoir désigner soit la prison elle-même. La prison elle-même ou peut-être désigner le personnel lui-même. Voilà. Donc une sorte de clin d'œil pratiquement à la profession que vous exercez. Oui, absolument. Oui. Bob Zier, il y a également ce qui est intéressant dans votre roman, vous finissez par la mort de Jo. Ce qui ne lui donne pas l'espoir. Pour vous, c'est pour choquer, mais finalement, on se pose la question, est-ce que quand on va en prison, la prison c'est le lieu de la correction, mais est-ce également le lieu où on va bénéficier de la rédemption? Est-ce que ce n'est pas la rédemption impossible finalement, quand on s'en tient à l'histoire du jour? Non, la rédemption n'est pas impossible, c'est de l'ordre du possible. Mais en fait, le problème qui se pose actuellement, c'est que c'est très difficile. C'est difficile au regard justement de certaines barrières, de certaines considérations sociologiques. Et ce sont ces considérations-là que nous voulons briser, ou en tout cas, dans un court terme, atténuer pour permettre justement cette rédemption-là. Et donc, une façon d'interpeller, mais en même temps, une façon également de pouvoir laisser la porte ouverte à ceux qui passent par la case prison pour comprendre que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, absolument tout n'est pas fini. D'ailleurs, c'est le discours que nous leur tenons quand ils arrivent chez nous. Et maintenant, nous ne sommes pas les seuls acteurs de la chaîne de réinsertion sociale des détenus. Quand le travail est fait en prison, après, il faudra que la société prenne le relais. Et c'est à ce niveau-là que nous avons intentionnellement, en tout cas, fait, j'allais dire, terminer de cette façon-là notre personnage principal, choquer les consciences, amener les gens à se poser certaines questions pour que chacun puisse vraiment identifier sa part de responsabilité et puis la jouer autant qu'il peut. Et il y a également le fait que vous posez formidablement cette question de la gouvernance, même au niveau de ces prisons. C'est vrai, c'est une œuvre de fiction, mais au-delà de la fiction, ça doit pouvoir ramener à la réalité. En même temps, une façon d'amener nos gouvernants à s'intéresser de près à ces questions, souvent où, comme vous le dites, personne ne sait si un jour il peut y se retrouver. Tout à fait. Et j'ai eu la chance de le dire le jour de la conférence dédicace. Si à un moment donné on est tenté de penser que les prisonniers ou les délinquants sont des rébus de notre société, on devrait avoir le courage de se dire ces rébus-là, ces déchets-là, c'est nous ensemble qui les avons produits. Et en toute responsabilité, il faut qu'on essaie de trouver un moyen de les recycler, donc de leur permettre en tout cas de retrouver le droit chemin. Oui, finalement, en écrivant ce roman
Bob Zier Wilfried, comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous vous êtes senti le garde de sécurité pénitentiaire ou bien vous vous êtes simplement senti auteur, artiste dans l'âme? Je me suis totalement détaché j'allais dire, de ma peau de personnel de sécurité pénitentiaire, comme je le disais tantôt, pour aborder froidement certaines questions et sans plus. Parce que l'objectif pour moi, c'est vraiment d'interroger les responsabilités de tous les acteurs, y compris les personnels pénitentiaires dont je fais partie, pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions. Comme quoi, pour vous, la littérature peut servir à régler des questions sociétales? Oui, je pense que depuis la nuit des temps, la littérature a toujours accompagné en tout cas les actions des sociétés. Est-ce la première et dernière œuvre ou d'autres projets? La dernière œuvre, je n'ose pas le dire, mais j'espère en tout cas que voilà, j'aurai toutes les ressources nécessaires pour continuer ce que j'ai commencé. Et nous également, on vous remercie d'être venu dans la mesure où ce n'est pas courant d'avoir des gens de milieux souvent restreints qui vous racontent formidablement ce qu'ils vivent, qui partagent avec vous ce qu'ils ont. Donc merci d'être venu. Où on peut trouver le livre à Ouaga? Le livre est disponible dans les librairies Jeunesse d'Afrique, Diakfa et Mercury. Et ça coûte 3000 francs. Merci d'être venu, Bob Zier Wilfried Meda. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. C'est tout pour ce numéro de C'est écrit. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.